Bonjour, dans cette seconde vidéo, nous allons voir les formules importantes après avoir vu les bases dans la vidéo précédente. Alors, on va étudier un système ou un sous-système et on aura chaque fois une puissance en entrée et une puissance en sortie. À ces puissances-là, on va pouvoir toujours associer ce qu'on va appeler une variable de flux et une variable d'effort, donc que ce soit en entrée ou que ce soit en sortie. La puissance étant définie comme étant le produit de la variable d'effort par la variable de flux considérée. Et ces variables d'effort et de flux vont dépendre du type d'énergie qui va être mise en jeu, donc on verra ça plus tard. Seconde formule importante, ce qu'on appelle le rendement, que l'on note avec la lettre grecque eta. Le rendement eta est égal au rapport entre la puissance en sortie du système ou du sous-système divisé par la puissance. Ça peut être aussi exprimé en termes d'énergie en sortie divisé par l'énergie d'entrée. Donc soit on peut dire puissance divisé par puissance, soit énergie divisé par énergie. Chaque fois sortie divisé par entrée. On peut dire aussi, si on parle en termes de puissance, que c'est la puissance utile, parce que la puissance utile c'est la puissance qu'on récupère en sortie, divisée par la puissance absorbée, parce que la puissance que l'on injecte à l'entrée, c'est la puissance qui est absorbée par le système. Donc c'est des termes de vocabulaire. Ensuite, voici les variables de flux et d'effort en fonction des différents domaines. Donc mécanique de translation, puissance mécanique de translation, la variable d'effort c'est forcément une force exprimée en newton, la variable de flux étant, comme son nom l'indique, quelque chose qui a un flux, donc la vitesse dans ce cas-là en mètres par seconde. Si je tourne, donc je suis en mécanique de rotation, la variable d'effort c'est le couple, effectivement, le couple étant la force en rotation, exprimée en newton mètre. Alors vous enlevez le divisé par radian, ça sert à rien de le mettre, donc en newton mètre et pas newton par mètre. Et la variable de flux c'est la vitesse angulaire, effectivement la vitesse à laquelle je tourne, en radians par seconde. En termes d'hydraulique donc ou de pneumatique, c'est la pression, la variable d'effort, donc qui est exprimée en pascal, et la variable de flux, c'est le débit volumétrique, on appelle souvent juste le débit, exprimé en mètres cubes par seconde. Si je suis dans le domaine électrique, variable d'effort c'est la tension, c'est la force qui pousse les électrons, exprimée en volts, et la variable de flux c'est le courant qu'on appelle aussi l'intensité qui est exprimée en ampères. Et effectivement c'est en gros le débit d'électrons qu'on va avoir dans notre fil électrique. Ensuite pour le domaine thermique, bon ça on va jamais le rencontrer normalement, mais comme ça vous l'avez déjà vu, variable d'effort c'est la température et la variable de flux c'est le flux thermique. Donc voici les unités. Maintenant, si on n'a pas juste un système auquel on s'intéresse, mais plusieurs sous-systèmes qui sont notés 1, 2, jusqu'à l'indice n dans cet exemple-là, si on veut connaître le rendement global de cette boîte globale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire intervenir chacun des rendements intermédiaires qui sont notés état 1, état 2 jusqu'à état n, et donc état glo, le rendement global, c'est égal au produit des rendements intermédiaires et non pas la somme. Attention, c'est pas la somme, pourquoi? Parce que si j'ai par exemple le premier qui vaut 0,5, ça veut dire que je récupère uniquement 50% en sortie. Si le deuxième vaut 0,5 aussi, je récupère 50% des 50% que j'avais mis précédemment. Donc je vais récupérer 0,5 x 0,5, 0,25, et effectivement je vais récupérer que un quart ici en sortie de la seconde boîte par rapport à ce que j'avais mis en entrée de la première boîte. Donc si j'avais sommé les rendements, ça aurait fait 0,5 plus 0,5, ça m'aurait fait 1, ça veut dire que j'aurais récupéré en sortie de la seconde boîte exactement la même chose qu'en entrée, ce qui est une hérésie, donc ce qui ne tient pas. Voilà, produit des rendements intermédiaires. Ensuite, si j'ai des forces qui sont dites conservatives, je vous inviterai à chercher si vous voulez savoir ce que signifie ce terme là. Alors on peut exprimer le travail, donc work en anglais, c'est égal au produit scalaire de la force par
le vecteur déplacement. Le produit scalaire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va regarder l'orientation des deux vecteurs et on va multiplier la norme du premier par la norme du deuxième multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Bon, ça c'est juste d'un point de vue mathématique. Si j'ai une force qui va dans le même sens que le déplacement et qui est exactement orientée de la même manière, on va appeler ça une force motrice. Si j'ai la force qui s'oppose au déplacement, on va appeler ça une force résistante, c'est typiquement les forces de frottement, et forces motrices, c'est les forces issues par exemple d'un moteur. Et on peut aussi avoir certaines forces qui ne travaillent pas, c'est-à-dire pour avoir le produit scalaire comme étant nul, il faut que j'ai 90 degrés entre les deux vecteurs, ce qui est le cas sur la figure ici. Donc la force F étant perpendiculaire à U, ce produit scalaire va être nul, et typiquement le poids ne travaille pas, ne permet pas d'obtenir un travail. Par contre, si j'ai le solide qui se déplace, que j'ai le poids qui s'exerce comme ça, et que j'ai du frottement entre les deux solides, j'aurai une force qui va exister selon le sens de déplacement. Donc la force de frottement due au poids va être ici, elle va travailler, tandis que le poids en tant que tel ne donnera aucun travail.